Je voudrais d'abord m'adresser aux anciens. Veuillez nous excuser, avant qu'il ne commence, il est normal qu'on fasse quand même la présentation de la table de séance, parce que c'est l'ensemble des paravents qui sont ici. D'accord. Bien. Donc on va commencer par le président de l'association des Palagas à Abidjan. Ici, à votre droite, c'est Koulibaly Germaine. Ensuite, à droite du président, vous avez la présidente des femmes Palagas. Ici, c'est Satomo. Ouattara Satomo. Ok. Donc, à ma gauche, ici, ça c'est le doyen, le chef de tous les Palagas à Abidjan et banlieue, c'est Ouattara Sepeyo. Et à votre gauche, c'est M. Lio Yaya, ok, et je suis à l'université. Étudiant, il dit ici à l'université. Oui, je suis à l'université. D'accord, ok. Il est enseignant, comme le enseignant là-bas. Ok. Alors, merci, monsieur Nio. Alors, on dit chez nous autres Maliens que comment tient Ananien à Fotogo, à Foyoro, à Fokou, à Fotouma. Traduction, la parole, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dépend des conditions de son énonciation, le pourquoi de son énonciation, le comment on le dit et le quand on le dit. Mais quand on s'adosse aux anciens, ce que Aimé Césaire appelle encore les fendeurs de brousse, on est sûr qu'on n'est pas se tromper quand on prend la parole. C'est pourquoi je voudrais m'adosser au président de l'association des Palagas à Abidjan de vouloir m'autoriser à m'adresser à sa communauté. Alors, merci beaucoup. Alors, la vie est une suite de hasards et de situations imprévues. Alors, j'étais à mon bureau un jour et puis bon, je vois ce monsieur débarquer. Alors, il dit, je cherche Cissé Chipouna. Je dis, oui, c'est moi, je suis maître de conférence en histoire à Cocody. Et il me dit que ça fait 2 ans qu'il me cherche, ce qui m'a quand même surpris. Il se présente et puis il dit, bon, j'ai lu ton article sur les Palagas. Et je cherchais à te voir parce que moi, je suis Palaka. J'ai lu l'article, ça m'a vraiment impressionné. Donc, je voulais te rencontrer. J'ai dit, oui, c'est moi, Cissé. Et c'est parti comme ça. Il a tenu à ce que je vienne rencontrer les Palagas d'Abidjan. Une première fois, ça a avorté parce que j'étais en voyage. Et ce dimanche-là a été plus favorable. Et je suis là devant vous. Dire que je connais ça les Palagas plus que vous, ce serait vraiment de la prétention. C'est votre histoire, vous la connaissez mieux que moi. Je suis tombé sur les Palagas de façon hasardeuse, à vrai dire. Et quand j'ai fini d'écrire mon article, je suis tombé pratiquement amoureux de ce peuple-là que je ne connaissais pas du tout. Parce que la rébellion dont je vais parler est une rébellion tellement bien organisée qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire des résistances en Côte d'Ivoire. Et la révolte des Palagas permet de relativiser beaucoup de choses. Et ça, c'est du point de vue des historiens, c'est extrêmement important.
Parce que très souvent, on dit que en Côte d'Ivoire, les gens du Nord qu'on assimile au Djoula de façon abusive n'ont pas résisté au pouvoir colonial. On répond toujours que les Djoulas sont des commerçants, donc ils ont été les complices du pouvoir colonial pour, vous allez dire, mettre au pas les populations du sud de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi justement, je crois en 1905, il y a eu le massacre de Djoula à Beauville, justement, parce que les abbés leur reprochaient d'être les auxiliaires du pouvoir colonial et que de ce fait-là, ils étaient les complices de la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans la production des historiens, quand on parle de résistance, on ne voit que le sud. Résistance des Baoulés, résistance des Gourous, résistance des Anis, résistance des Abourés, etc. Rarement on voit dans la littérature parler de résistance au nord de la Côte d'Ivoire. Donc quand je tombe sur les Palaka, c'était extraordinaire comme expérience des chercheurs. Je devais aller en France à un colloque où j'ai été invité. L'idée c'était de montrer un peu comment les révoltes fiscales, c'est le refus de payer l'impôt de capitation à l'époque, pouvaient engendrer des mouvements de contestation en Afrique. Et quand moi j'ai fait ma thèse sur l'immigration, j'ai dit bon, je vais travailler sur les révoltes fiscales comme ayant conditionné les migrations de population en Côte d'Ivoire. Alors, je vais aux archives de Côte d'Ivoire, je ne trouve rien d'intéressant. Je vais à Bamako à une conférence, et je vais aux archives de l'AOF à Bamako, à Koulouba, et là je tombe sur un dossier intitulé « Les Palaka ». Alors, je prends un dossier, je lis, et ça correspond exactement à ce que je cherchais. C'est une révolte fiscale au nord de la Côte d'Ivoire, donc une résistance à la France au nord de la Côte d'Ivoire. Ça résout le problème de l'historiographie, n'est-ce pas? Désormais, on sait que le nord de la Côte d'Ivoire a aussi résisté au pouvoir colonial. Et deuxième chose que ça résolvait dans ma tête, ça montrait que les Africains étaient aussi capables de s'organiser. Vous allez le voir, hein, c'est une résistance tellement bien organisée que c'est... Pour un historien qui tombe sur ça, c'est du pain béni. Alors j'écris mon article et puis bon, je l'envoie à la conférence, je vais finalement en France. On tient la conférence et ça impressionne les participants. Et après, une amie brésilienne me propose de publier l'article dans une revue au Brésil, la revue Locus. J'accepte. Au départ, ça va être traduit, publié en portugais. J'ai dit que mais si on fait en portugais, c'est pas sûr que les francophones puissent lire cette histoire-là. J'ai dit bon, on fait le résumé en portugais, mais le texte lui-même reste en français. C'est ce texte-là qui a été publié, qui est même sur Internet, que j'ai intitulé Révolte fiscale et migration en Afrique, au nord de la Côte d'Ivoire, la révolte du pays des Palaka, 1902-1903. Alors cet article-là, je crois que c'est cet article-là que Yeo a vu, et il a tenu vraiment ce que je viens de vous rencontrer ce matin. Alors, je ne sais pas si ici il y a des Palaka, des Sikolo ou les Palaka indépendants. Donc, je ne vais pas sur les Palaka indépendants, selon Toxier. D'abord, j'ai pris le temps de lire la littérature sur les Palaka. J'ai lu Benger, lu Gustave, qui est le premier gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, qui a écrit un livre publié en 1892 intitulé « Du Niger au golfe de Guinée » par le pays de Congo et le Mossi. Il parle des Palaka. Il y en a qui parlent de Falafala, notamment à Congo. On parle également de Pakala, etc. Et j'ai lu Toxier, les États du Congo également, qui fait un travail remarquable sur ce qu'il appelle les Palaka indépendants par opposition à ceux de Sikolo. Et puis j'ai également lu Edmond Berlus, étude de Burlienne, n'est-ce pas, la région du Congo et sa région. Et donc, je commence donc à m'intéresser justement à ce peuple-là. Et le but, c'était finalement de faire un livre sur les Palaka. Ce que je voulais faire en fin de compte. Et quand j'ai fini l'article, je me suis dit, ben, voilà un peuple qui n'est pas très connu, qui a pourtant joué un rôle important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis la fondation du Congo, on n'en parle pas assez, et qui résiste aux Français, également dont on ne parle pas assez. Et donc, j'ai voulu d'abord faire une biographie du principal meneur de la révolte de 1902, il s'appelle Kolobogo. C'était lui, c'est vrai, il y avait Amélie, il y avait Fakuru, il y avait Djandjo, n'est-ce pas? Il y avait Samba également, mais le vrai meneur de la révolte, c'était Kolobogo. Donc j'ai voulu faire une biographie sur lui,
j'ai posé la question à Yeo, il m'a dit, mais d'abord je voulais aller même en pays Palaka, c'était ça mon idée. Une fois j'arrive en amphithéâtre à l'Université Cocody, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des étudiants Palaka dans la salle? Il n'y a personne qui réagit. Alors je voulais avoir une porte d'entrée sur les Palaka, et parti, mais il n'y avait personne. Et donc je vais à Congo en 2018 pour une mission de recherche. Je vais à Sikolo, chez moi, pour enquêter sur la façon dont Congo a été peuplé par différentes strates de migration. Et puis, voilà que comme du pain béni, je rencontre Yeo. J'ai dit, bon, moi j'ai vraiment envie d'aller en pays Palaka, voir maintenant moi-même ce que je raconte dans mon livre, dans l'article, le marché créé par les rebelles, comment ils ont organisé la résistance face aux Français. Moi, je veux voir ça des visu. Il m'a dit, oui, c'est possible qu'on t'y amène, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, viens rencontrer mes parents Palaka. Et puis bon, ça va créer d'autres types de liens. Et puis en discutant, en allant à Congo, je passe par Togoniéré. Et mon voisin me dit, mais c'est le village de Daniel Koussoumina Ouattara. C'est un Palaka. J'ai dit, mais sa maison est contiguë à celle de mon oncle, à la Riviera Jardin. Souvent, je l'ai rencontré, mais je ne savais pas que c'était un Palaka. Donc on n'a pas eu de contact fort. J'ai dit, mais mon oncle le connaît très bien. Ça peut être une porte d'entrée pour moi et un pays Palaka, parce que je voulais maintenant travailler sur les Palaka, en faire une histoire des origines, une histoire des migrations, et pour aboutir justement à la révolte de 1902, 1903, mais surtout, mais encore celle de 1948, emmenée par Sikali Yeo. C'était ça le but. Finalement, je n'ai pas pu continuer dans cette voie, mais j'ai fini par me spécialiser sur les diasporas marchandes Djoula, le commerce Djoula vers la côte, mais sans pour autant renoncer à travailler sur le monde Palaka de façon vraiment exhaustive. Et il m'a dit que, je lui ai dit, bon, si moi je ne peux pas le faire, il faut au moins qu'un Palaka en histoire puisse écrire l'histoire de sa communauté, ça va être intéressant. Il dit qu'il va m'en trouver. Et un jour, une étudiante m'appelle, je m'appelle Yeo, je suis Palaka. J'ai dit, bon, Yeo est mon homme, j'ai dit, bon, passe me voir au bureau. Elle m'a dit, mais est-ce que tu peux faire une thèse doctorat sur les Palaka? Elle dit, oui, qu'elle peut le faire. Elle dit, bon, il n'y a pas de souci, tu vas d'abord valider ta licence 3, tu passes en master, moi je t'encadre, c'est les 2 masters, et puis si tu es déterminé, je t'encadre pour la thèse doctorat, pour que tu fasses une thèse sur les Palaka, parce que ça manque dans notre tradition historiographique, il faut vraiment une thèse sur les Palaka, et si ça sort, je m'engage à t'aider à publier ça sous forme de livre. Ça va être plus complet que moi, mon étude sur les élections fiscales en pays Palaka. Donc voilà un peu mes intentions par rapport à la communauté Palaka, que j'avoue que je la connaissais par la littérature, mais pas vraiment de façon concrète, c'est-à-dire voir des communautés Palaka. Donc c'est la première opportunité qui s'offre à moi. Alors de quoi il s'agissait en fait? C'est que 1893, la France, la Côte d'Ivoire devient colonie française de façon officielle. Et puis il y a une loi prise en France qu'on appelle la loi des finances de 1900. Cette loi des finances-là dit, en son article 33, alinéa 1er, que toutes les dépenses militaires et civiles des colonies sont à la charge des colonies elles-mêmes. Cela veut dire, de façon triviale, que la France ne prend pas en charge les colonies et que les colonies elles-mêmes doivent se prendre en charge. Mais où trouver les ressources? C'est pourquoi l'association de Côte d'Ivoire va créer l'impôt de capitation. Il faut le travail forcé, il faut payer l'impôt. Quand on n'a pas de numéraire pour payer l'impôt, tu fais le travail forcé, ou les cultures obligatoires. Il y avait une palette large et diversifiée de contraintes fiscales qu'il fallait remplir. Alors, au nord de la Côte d'Ivoire, il y avait des résistances à l'impôt. Il y a Abba Dialé, le chef du Kourmania, qui ne voulait pas payer l'impôt. Il a même proposé à sa population de se révolter contre la France, de ne pas payer l'impôt de capitation. Vous avez le chef de Séguéla, lui, carrément, il a été convoqué à Dabakala, qui était la capitale du cercle de Congo. Il va à Dabakala, on lui dit, fais la liste des habitants de Séguéla, et puis pour qu'on puisse leur imposer. Alors, il revient, mais il ne va pas à Séguéla, il envoie une commission pour dire aux gens là-bas, vous devez payer l'impôt. Lui-même, il ne va pas. Il y en a qui se rendaient malades. Je ne sais pas, mais je suis malade, je ne peux pas collecter l'impôt. Donc il y avait des refus variés pour ne pas payer l'impôt de capitation. Chez les Baoulés également, c'était pareil, on ne voulait pas payer l'impôt de capitation. Mais la révolte qui va être la plus célèbre, malheureusement qui n'est pas très connue des historiens africains, même de la Côte d'Ivoire en particulier, c'est celle des Palaka. Et quand je la découvre, je suis même surpris.
Parce que je me dis, mais pourtant, le nord de la Côte d'Ivoire n'est pas connu par l'historiographie de notre pays comme étant une zone de résistance à la France. Mais voilà qu'une révolte aussi bien organisée, aussi célèbre, aussi intense, n'est pas connue. Alors je commence à rédiger mon article, et puis les archives m'indiquent clairement comment ça se passe. Et donc vous avez Koloboro qui est le chef de l'insurrection des Palaka. Il dit on ne paie pas l'impôt de capitation pour deux raisons. D'abord, on n'a pas d'argent pour le faire, c'est ce qui se comprend. Samori est passé par Congo, il a détruit la capitale du nord de la Côte d'Ivoire à l'époque. Quand Benché passe à Congo, pas de 100 habitants qui restent, ils sont tous partis dans deux directions. Une partie à Bobo Dioulasso, ils vont créer Kombougou, n'est-ce pas, les Ouattara de Bobo Dioulasso. J'ai eu une liste de commerçants Djoula très fortunés qui ont quitté le Congo pour aller se réfugier effectivement à Bobo Dioulasso, qui n'est pas une surprise. Parce que quand on connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait très bien, de l'Afrique, j'allais dire, on sait bien que Bobo Dioulasso a été une extension de l'Empire de Congo. Voilà, donc que les Ouattara se retrouvent à Bobo Dioulasso n'est pas une surprise, en tout cas pour un historien averti des questions d'immigration en Afrique et en Côte d'Ivoire. D'autres descendent vers la côte. Ce sont ceux que Samori a voulu vendre au Baoulé au Gouro. Il y en a qui ont insisté, notamment Kitara Sara, un chef sénoufo, qui a créé même un village à Toumodi, n'est-ce pas, des Sénoufos, qui est réparti comme dans le Timini, mais dont la descente est restée à Toumodi. Ils ont créé un village à Kofikro, qu'on appelle Toulabro. Alors donc, dans ma tête, c'était surtout ça qu'il fallait mettre en exergue. Alors donc, les Palaka indépendants, ou parler comme Toxier, ils ne voulaient plus payer l'impôt. D'abord parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils le disent. Deuxième élément, c'est qu'ils contestent la légitimité de Sémian Yéhou. Sémian Yéhou était le chef du canton Palaka en 1902-1903. Kolobogo et ses amis lui dénient toute légitimité parce qu'ils ne comprenaient pas que leurs propres parents fassent le jeu de la France pour les amener à payer l'impôt de capitation. Donc c'est un double vote. Donc une vote contre la France, mais une vote contre Sémian Yéhou, qui est le chef du canton Palaka. Alors, quand la France comprend que la rébellion est sérieuse, elle envoie un détachement en pays Palaka. Le détachement arrive, mais n'arrive pas à obliger les Palaka à payer l'impôt de capitation. Que fait la France en fin de compte? Elle dit bon, on va mettre en place deux détachements armés pour les encercler. Un détachement est commandé par le lieutenant Schiffer qui se positionne à l'est du canton. Un autre détachement par l'amiral Delacou qui est à l'ouest du canton. Et puis donc, les insurgés sont pris en tenaille et puis il ne peut plus échapper à la France. Et dans ces conditions-là que Kolobogo est arrêté par le pouvoir colonial français. Maintenant, quant à Amené et Fakourou, eux, ils préfèrent mourir que de se livrer à la France. Donc les deux mettent dans ces conditions. Kolobogo est arrêté. Maintenant, c'est Fandio, Nandio et Samba, eux, je n'ai pas de leurs nouvelles. Mais Kolobogo, lui, il est arrêté. Le 26 juillet 1902, il est arrêté. Et puis le 13 août, parce que la France a pensé que si on arrête Kolobogo, c'est la fin de l'insurrection. On l'arrête, mais la rébellion continue. La France se dit, mais si on l'assassine, en fait, si on l'exécute, les autres prendront peur, ils vont donc calmer le jeu. Donc le 13 août 1902, au matin, la France exécute Kolobogo. Donc parmi les 5 insurgés, Nandio et Samba, Fakourou, eux préfèrent se donner la mort plutôt que d'accepter d'être pris par la France. Kolobogo est arrêté, il est exécuté. Et il reste les deux autres mineurs, Nandio et Samba. Bon, vraiment, je n'ai pas de leurs nouvelles. Donc, quand Kolobogo est exécuté ce jour-là, les insurgés, effectivement, pendant 2 ou 3 mois, font le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protestation d'envergure dans le canton. Mais là, la France s'est trompée. Ce que ce répit-là était un répit tactique, en fait. Ils ont dit, mais la première personne venue, nous ont pris en tenaille. Comment faire pour se rebeller contre la France et ne pas être pris par les forces françaises? Et c'est là que ça devient intéressant. Ils se divisent en 3 colonnes. Une partie de la rébellion se situe à la frontière avec le canton Nialafoulo, c'est vers Ferké. Une autre partie se positionne carrément à Nafana, entre Théodoré et Congo.
Et puis la dernière partie va dans la brousse même du canton Palaka. Ils se disent que dans la brousse, on ne peut pas nous arrêter facilement, c'est notre milieu naturel. Ils ne pourront pas nous arrêter. Maintenant, ceux qui se positionnent sur le Niarafolo, eux se disent, nous avons des parents, s'il nous faut, à Fergué. Dans tous les cas de figure, ils vont nous aider, ils vont nous informer des intentions de la France. Et la dernière branche de la rébellion, elle va se situer vers Nafana. Et effectivement, ils ont raison, parce que lorsque la France veut les attaquer, ils sont informés des mouvements de la France par les gens de Fergué et de Nafana. Alors, la France comprend maintenant qu'elle ne peut pas les arrêter facilement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, on va les asphyxier économiquement. On va leur interdire de venir se ravitailler au marché du canton. Qu'est-ce qu'ils font à leur tour? Ils vont créer leur propre marché. C'est ça vraiment qu'ils créent leur propre marché. Ils se lancent dans la culture du caoutchouc, qui leur apporte beaucoup d'argent. Donc ils ont leur propre marché, ils n'ont pas besoin du marché du village. Et puis, ils ont le caoutchouc, ils font le commerce avec Séguéla, ils vont à Congo. La France finalement dit, mais il y a des populations même qui les ont invités à venir habiter avec eux. Et la France ne comprend pas cela. Il y en a qui sont même partis s'installer à Solodougou, au Burkina Faso, actuel Burkina. D'autres sont partis à Sikasso, au Mali. En tout cas, ils ont éclaté la rébellion pour ne pas être pris par la France. Ils ont continué donc à résister de cette façon-là, en créant leur propre économique. Et finalement, la France dit, en fin de compte, ben, écoute, nous avons tout tenté, nos prévisions n'ont pas toujours marché. Et je vais lire quelques passages voilà ce que dit le commandant Ansaldi. Il dit au gouverneur Clausel, d'après les renseignements obtenus, ces dissidents n'auraient pas encore commencé à cultiver en groupe autour de leurs nouveaux emplacements et ne posséderaient comme vivre que le restant de leur récolte de l'an passé, c'est-à-dire fort peu. Ces approvisionnements seront presque entièrement épuisés avant l'hivernage. D'autre part, l'ordre a été donné au chef des cantons, dont le territoire touche au pays Palaka, d'arrêter tous les dissidents qui seraient aperçus sur les marchés, cherchant à se procurer des vivres. Si ces instructions sont ponctuellement suivies, il se produira sur les Palaka un moment de grande détresse qui les amènerait très probablement à se soumettre. Action nationale du Mali, Fonds ancien, poste de Bandama, rapport politique, mois de février 1903, Dabakar le 14 mars, le chef du bataillon, commandant de cercle de Congo, en Salti. Donc, la France se dit que si on les affame, ils vont finir par abandonner la lutte. Eux, maintenant, ils vont répliquer à leur tour. Ils vont créer le marché de Dabla, près de Yarabélé. N'est-ce pas, ils vont créer ce marché-là. Alors, ils vont aller au marché de Gotougo, près de Soukolo, région du Congo. Ils font le caoutchouc, qui vont écouler en grande quantité. D'autres, en revanche, quittent le pays Palaka pour s'établir dans les colonies voisines, notamment dans le Sendou, celle de Bobo du Lasso. Et là, ils vont construire un gros village à Sendou, appelé Fourgoula, près de Waireme-Bougou, appelé anciennement Solodougou. Alors donc, ils vont migrer pour refuser que la France mette la main sur eux. Et puis, le gouverneur, le capitaine Valsamba, finalement, comprend que c'est peine perdue. Il va dire au gouverneur à Abidjan, il dit, si l'on y remédie bientôt, il est à craindre que ce mouvement de résistance, faisant tache d'huile, ne s'étale petit à petit à d'autres localités du pays Palaka. Alors, le district de Mango, en pays Baoulé, est contaminé par le canton Palaka, et aussi le fait du pays l'impôt. Alors, à Mango, c'est la même situation. Dans le Baoulé également, ils disent, faisons comme les Palaka, ne payent pas l'impôt de capitation, ils ne payent pas l'impôt, et puis continuent de résister contre les Français. Donc voilà, finalement, ce qui va se passer. Et puis finalement, avant la mort de Kolobogo, la France décide d'organiser une rencontre entre Kolobogo et Semia Yeo. Bon, entre Palaka maintenant, entendez-vous, la France vous observe, vous trouvez un accord entre vous pour que vous reveniez dans les villages Palaka et que vous payez l'impôt. Kolobogo et Semia Yeo se rencontrent. La montagne à cause d'une souris, il refuse Kolobogo de se soumettre à Semia Yeo parce qu'il lui dit clairement, je ne peux pas comprendre qu'un Palaka comme nous, indépendant, continue de payer l'impôt de capitation à la France et nous oblige, nous autres, à payer l'impôt de capitation. Tant que tu es dans cette logique-là, il n'est pas question qu'il y ait un accord entre toi et puis les insurgés. Donc la rencontre à cause d'une souris, ils ne s'entendent pas. Et la France dit, bon, écoutez, finalement, s'il n'y a pas d'entente, il faut donc éliminer Kolobogo. Et c'est ce qui va finalement se passer. Alors, maintenant, ce qui est
ridicule dans l'histoire. Parce que finalement, Sémien Yeo n'arrive pas à amener à récépissance les Palaka rebelles. Alors, l'impôt de capitation pour l'année 1903 faisait 1400 francs. Les 1400 francs, c'est la somme totale due par les Palaka dans leur intégralité, les insurgés y compris. Mais comme eux, ils ne veulent pas payer l'impôt, les 1400 francs sont répartis, reposent uniquement sur les épaules des Palaka soumis. Eux aussi disent, ah, c'est bien, mais on ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes tous des Palaka, eux ne payent pas, et leur partie de l'impôt, c'est nous qui les payons. Eux aussi se révoltent. Et finalement, le canton où l'impôt était payé, c'était le canton où Sémien Yeo lui-même résidait. C'est son seul canton finalement qui paye l'impôt de capitation. Finalement, la France dit, bon écoutez, on en a marre de cette histoire-là, pour y mettre fin, on va désorganiser carrément le canton Palaka. Et ça va donner un remaniement territorial qui va être très long à expliquer, mais je peux vous le dire si vous le voulez. Alors, ce qui va se passer, le groupe de villages comprenant Kumbala Koro, Kumbala Nambaïra, Kumbala Petron, Kumbala Adjona, Kumbala Kachonara, Kumbala Nomo, Djenora, Nagere, et les petits villages de culture qui en dépendaient et qui restaient fidèles à Sémien Yeo sont laissés sous la direction de Sémien Yeo. Pourquoi ce choix? La France a compris que Sémien Yeo n'est pas légitime. Mais comme c'est un bon officier de l'administration, il ne faut pas l'humilier, on lui laisse ces villages-là qui va gérer. Les autres villages, en revanche, sont détachés de son autorité. Donc l'autre groupe va être rattaché au canton Nialafulo, c'est-à-dire Ferke, qui est placé sur les ordres de Nawa, qui était chef de canton. Ce sont les villages de Djerebile ou Djerile, au sud-est des monts de Lalugo, ainsi que le groupe des Ouin ou Djimbala, de telle sorte que la nouvelle limite de Nialafolo, au sud-est, soit représentée désormais d'une façon générale par les rivières Ouarga, Lakono et Lareba, qui vont séparer finalement le canton du pays de Congo. Enfin, dans le canton de Nafana, les villages de Tchobele, Batiele, Tougouaban, Outo, Sérikoroba, jusqu'à leur confluent avec le Lareba, formeront la limite entre les Nialafolo et le pays de Congo. Donc voilà finalement comment la France reconfigure carrément le territoire Niafala. Le but, c'est de les disperser pour qu'ils puissent s'organiser pour se rebeller contre la France. Donc, 1903, la rébellion de Kolobogo prend fin. Mais comme les Palaka indépendants ont une tradition de révolte, en 1948, encore ils reviennent à la charge. Ils vont encore se révolter contre la France. Ce qui m'amène à dire que finalement, les Palaka indépendants sont difficiles à vivre. Alors, quand il m'a invité, je ne lui ai pas dit ça. La première fois, je n'ai pas voulu venir parce qu'il dit bon, là, je la connais un peu, ils sont indépendants. Alors, si je vais et j'ai une bêtise, je ne vais pas sortir de la salle. Alors, donc, j'ai hésité avant de venir, mais tout comme bon Sicile. Tu peux y aller et il n'y a pas de problème. Donc, Scali Yo aussi, en 48, se révolte contre les Français pour ne pas payer l'impôt également de capitation. Et lui fait le choix de s'allier au Feu-Boigny. Parce que pour le Feu-Boigny était anti-français, il se battait pour que l'impôt ne soit pas payé. Donc, Scali Yo mobilise encore les Palaka indépendants pour dire on ne paie pas l'impôt de capitation, on va aller derrière au Feu-Boigny. Ça, c'est en 48. 1903, 1948, donc clairement, il y a une tradition de révolte chez les Palaka. Révolte au sens où l'entend Albert Camus. C'est-à-dire, qui consiste à dire, je ne peux pas être humilié au-delà de l'acceptable. Voilà que si je retiens des Palaka, on est d'accord, mais on ne peut pas être humilié au-delà de ce qui est acceptable. Donc chaque fois que notre utilité du peuple est en jeu, on prend l'exemple pour nous défendre. Ce fut le cas en 1903, ce fut le cas en 1948. Et voilà comment est-ce que, sans être Palaka, sans connaître les Palaka réellement de la Côte d'Ivoire, je suis tombé amoureux de ce peuple-là. Être aujourd'hui là devant vous, c'est une fierté et je vous remercie. Merci. On a beaucoup appris. Vraiment, le micro est ouvert pour ceux qui peuvent lui poser des questions. Que la conférence mérite un standing ovation. On va tous se lever pour l'applaudir. On va se lever pour l'applaudir.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, on peut s'asseoir. Et ceux qui connaissent le nom Cissé aussi, ils savent qu'on a quelque chose en commun. On est tous des indépendants aussi là. Voilà. Et vous tombez bien, vous avez parlé des Palakas comme si vous les fréquentiez depuis toujours. Effectivement, c'est des Palakas indépendants. Si vous étiez là 5 minutes avant votre arrivée dans cette salle, vous aurez compris qu'on est vraiment indépendants ici. On s'est dit ce qu'on passe. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui, mais on peut continuer d'apprendre à travers vos questions. Toute question que vous pouvez poser peut amener le conférencier à aller au-delà de ce qu'il avait noté, parce que je suis sûr qu'il y a bien d'autres choses qu'il n'a pas pu étaler dans sa conférence tout de suite. Mais vos questions peuvent l'aider. Donc, on va prendre 3 premières questions qu'il va répondre, auxquelles il va répondre. Deuxième intervenant. Attends, la présidente. Oui, Io Awa. Et puis troisième, Kone Suleiman. Donc on va prendre la question la suivante. Nous avons appris qu'avant 1902, c'est-à-dire avant 1901, les Palakas ont combattu contre Samori Touré. J'aimerais savoir si vous en savez quelque chose sur cette histoire pour nous instruire mieux. Ah ouais. Je dis merci vraiment au conférencier pour l'histoire du peuple Palaka. Quand il a commencé, au milieu de ses propos, je me suis retrouvé tout de suite à mon CM2. Parce qu'on avait un maître de CM2 en histoire qui nous a amenés chez les vieux faire des recherches sur le peuple Palaka. Et comment est-ce que les différents villages ont été créés. Donc vraiment, je me suis vraiment retrouvé. Mais sur le peuple Nafana, je voulais en savoir plus. Je suis allé à Bondoukou et j'ai trouvé un peuple Nafana là-bas. Et quand il s'exprime, c'est le Palaka qui parle. Donc je me suis approché d'eux, je me suis renseigné. Ils me disent non, ils sont des Nafana. Mais quand ils s'expriment, c'est le Palaka. Donc je voulais en savoir plus. Je remercie d'abord le conférencier. Mais la série. Chez moi, c'est juste un éclaircissement parce que tout à l'heure, dans mon propos, à une partie, vous avez parlé du cantonat. À un moment de la vie du peuple Palaka, il y a eu deux cantonats. Je voulais en savoir plus parce que voilà, il y avait déjà Yo, Sébia et Nawa. Si on peut avoir plus d'éclaircissement. Oui, en fait, Palaka et Samori, oui, ça dit que le seul espace du nord de la Côte d'Ivoire que Samori n'a pas pu prendre, c'est le pays Palaka. Voilà, ça, ceux de Sikolo ont fait bloc derrière Congo pour ne pas accepter l'impérium samorien sur la ville de Congo. Parce que la dernière fois, il me disait que pour eux, l'attaque de Samori de Congo est une blessure grave, non seulement pour le territoire de Congo, mais pour tout le district de la région, parce qu'il a touché un symbole sacré chez ces populations, aussi bien qu'elles soient Palaka ou Malinké. Alors donc, ceux de Sikolo, clairement, ont fait alliance avec le territoire de Congo, justement, pour ne pas accepter l'impérium de Samori dans cette région. En revanche, la zone que Samori a contournée, la Côte d'Ivoire, c'est le canton Palaka. Voilà, clairement, parce qu'il n'a pas eu l'appui de ce canton. Deuxième élément, c'était des éléments très mobiles, n'est-ce pas, qui avaient une culture, j'allais dire, agraire très développée, mais qui les mettait à cheval entre comment s'appelle, ce qu'on appelle le pays voltaïque et puis le nord de la Côte d'Ivoire. Mais attention, il faut préciser que ça, c'est pas une mise en garde, mais c'est important de le signaler. Il ne faut pas lire les Palakas avec le regard d'aujourd'hui. Parce que quand on parle du canton Palaka aujourd'hui, on le limite dans sa population actuelle. Mais à l'époque, il n'y avait pas, c'était pas ça l'espace Palaka, il était beaucoup plus vaste que ça. C'est avec le compas et l'équerre que la France délimite ces entités, mais ça allait vraiment au-delà de ce qu'on peut constater aujourd'hui. Il a fallu redémoder l'espace, il a fallu, comme je viens de le montrer, il a fallu réorganiser le milieu pour mettre fin à la rébellion.
n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on peut trouver des Palakas, c'est pas une surprise. Sa question, on peut en trouver à Bondoukou, à Ferke, c'est même pas une surprise ça. Pour un historien, c'est pas surprenant de trouver des Palakas. Je peux vous dire clairement que ceux qui sont à Bondoukou sont effectivement c'est les immigrés qui sont retrouvés à Bondoukou. Ceux aussi qui sont à Ferke, c'est la même histoire, hein. Les Palakas qui sont à Ferke, l'origine principale, effectivement, c'est la zone que je viens de décrire. C'est le moyen de migration lié au pouvoir colonial, lié au refus de payer l'impôt de capitation, qui amène ces populations de schéma à migrer vers d'autres espaces. Ils s'en vont, mais on a claire conscience que la base territoriale de départ, c'est bien l'espace que je viens de décrire. Alors, ils sont là-bas de la création de l'État de Congo. Mais là aussi, il faut se lever une équivoque. On pense que c'est Sékou Ouattara qui a fondé Congo, ce qui n'est pas vrai. Alors, il y a 4 communautés de base qui ont fondé Congo. C'est les Falafala, c'est les familles Palaka dont on parle. Les Falafala, les Miyoro, les Nambins et les Bains. C'est les 4 populations qui ont fondé Congo au départ. Sékou Ouattara arrive en 1710, c'est vraiment 3 siècles aujourd'hui. Voilà, là il va imposer l'impérium Djoula sur Congo, avec le succès que l'on sait, avant que Samori ne détruise effectivement cet état-là. Voilà, donc c'est une très longue histoire. Je pense que l'étudiant qui doit travailler sur la question a du boulot à faire. Parce que là, moi, dans ma tête, il faut aller plus loin que tout ça. Je le disais à Yéo que ce qui est même visé, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment arriver à faire la promotion de cette résistance-là, qu'elle soit connue de tous les Ivoiriens. Parce que c'est une résistance extraordinaire dans son organisation. Et je pense que ça peut même ouvrir même les voies du tourisme dans la région Palaka. Parce que moi, j'ai envie de voir ce marché-là qu'ils ont créé déjà. Voilà. Et j'ai envie également de voir là où ils se sont installés en brousse, justement pour résister effectivement au front. Donc le projet va au-delà même de l'article pour viser beaucoup plus loin. Donc c'est pas une surprise, madame, de retrouver effectivement des... Maintenant, ce qui fait que vous dites qu'il parle de Palaka. Alors cette question est résolue de façon très simple. Alors il y a une discipline en histoire qu'on appelle l'archéolinguistique. Vous avez un linguiste suisse qui s'appelle Ferdinand de Saussure qui dit que la meilleure façon de relier 2 langues, c'est par la culture. Et par la langue, 2 cultures par la langue. Excusez-moi, la meilleure façon de relier 2 cultures, c'est par la langue qu'on a fait. Et sur la base de cet énoncé de Saussure, vous avez un Danois qu'on appelle Grimberg qui a fait un tableau où il dit que quand 2 cultures ont des mots similaires à 66%, c'est que c'est des peuples qui sont parentés. Alors donc, ce qui est clair, c'est que si ceux de Bondoukou se disent Napana, mais ils parlent Palaka, ceux qui sont bel et bien des Palaka. Ça, du point de vue de l'accueil linguistique, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, maintenant, Nawa. Nawa, comment ça s'appelle? C'est lorsque Sémia Yéo. D'abord, le cantonat est une invention française, ça il faut le préciser. Le canton est inconnu dans nos cultures. C'est la France qui crée le cantonat. J'ai été surpris d'aller à Congo en novembre dernier, où je vois le chef de village, et puis qui détient la prêtrise du sol. Et puis on me dit voilà le cantonat de Congo, mais qui est d'une architecture extraordinaire. Et c'est la descendance de Sékou Ouattara qui tient le cantonat à Congo. Mais c'est une création coloniale, le cantonat. On connaît le Doukoutigi et le Doukolotigi dans nos cultures, mais le cantonat, c'est une création coloniale. Donc ce qui va se passer avec Nawa, c'est que c'est bien Yéo, puisqu'il est désavoué par la France, parce qu'il n'arrive pas à mettre fin à l'insurrection, il n'arrive pas à faire entrer l'impôt de capitation, et comme il sert loyalement à la France, pour ne pas le diffuser, on lui confère des villages. Et ça fait un canton dans l'esprit français. Et d'autres villages maintenant sont sous la responsabilité de Nawa, n'est-ce pas? Donc on crée un deuxième cantonat, en fait. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc il y a eu 2 cantonats, un cantonat tenu par Sémia Yéo et un cantonat tenu par Nawa, mais c'est des créations coloniales qui visaient justement à mettre fin à l'insurrection de Kolobogo et de ses amis en 1903, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi nous avons eu 2 cantonats à la même période, justement celle de Nawa et celle de Sémia Yéo en fin de compte. Voilà, donc je pense que j'ai répondu aux questions. Hein. Donc, en pays ce nouveau, Samori a tiré une alliance avec Gon Coulibaly, n'est-ce pas? C'est le fameux pacte de Kadioua, par lequel
Samori, les Sénoufos, les Forbelais acceptent la tutelle française. En retour, Samori ne touche pas aux provinces Sénoufos. Avec les Palaka indépendants sur lesquels j'ai travaillé, il n'y a pas eu un tel accord avec Samori parce qu'ils sont restés franchement indépendants, n'est-ce pas? Et même s'ils devaient choisir Samori et puis Kong, ils auraient choisi carrément Kong au détriment de Samori. Mais c'est aussi que l'on fait le choix justement d'aller avec Kong pour ne pas accepter la domination de Samori, de la région de Kong. Donc voilà les réponses que je peux donner à ces 3 premières questions. Mais j'aimerais demander aussi aux conférenciers. Moi, j'ai fait une mission au Ghana et à l'aéroport, à la descente au contrôle, il y a un douanier ghanéen qui prend mon passeport et il regarde, né en Amérique sur le couverture de Kumara, il me parle de Paraga. Il me parle de Paraga. Donc, notre chef de délégation avait des soucis. Quelqu'un qui parle anglais et puis quelqu'un qui parle, il dit mais attends. Tu dis que tu n'es pas fort en anglais, ce que tu es en train de parler là. Il dit non, je suis surpris, mais il a parlé le Paraga. Ma langue. Donc on a causé. Et il m'a dit non, qu'ils sont Ghanéens, mais qu'il y a au moins une trentaine de villages Paraga au Ghana. Donc j'aimerais que le conférencier, s'il est connaissant de ça, bon, j'ai compris, hein, mais je vais parler pour que le plus puisse comprendre que ce qu'il a dit. On peut avoir même immigré comme on a fait au Bourg de la Sauve, comme au Ghana. On peut nous expliquer aussi. De façon scientifique, ce que nos parents nous ont dit sur le peuple Palaka. Effectivement, le jeune frère Mambéry l'a dit, si vous étiez venu un peu plus tôt, vous aurez constaté ici l'esprit indépendant du peuple Palaka parce que les réactions qu'il y a eu ici à l'occasion d'un petit débat qui a été ouvert ici montrent clairement que le peuple Palaka est effectivement un peuple indépendant et nos parents nous l'ont dit et répété plusieurs fois. En tout cas, merci de consacrer cela par une étude scientifique. Alors, je voudrais savoir, parce que dans votre exposé, à un moment donné, vous avez demandé qui est le psychologue ici. Est-ce que vous établissez une différence entre le Palaka de Sikolo et les autres? Et s'il y en a une, quelle est cette différence? Elle tient à quoi? Je voudrais terminer pour dire, effectivement, quand on parle, pour reprendre ce qu'a dit le président Germain, les Palaka existent au Ghana. Moi, j'ai un parent, je suis de Sambakara, j'ai un parent. Quand il a perdu sa première femme, sa deuxième femme, il allait la prendre au Ghana. Et nous, on était encore tout petits, et puis on était surpris de constater que, parce qu'il est parti au Ghana, il a fait 1 mois, 2 mois là-bas. Il revient, il vient avec une femme. Il allait la chercher au Ghana. Mais elle parle Palaka. Il dit c'est une Palaka, elle est au Ghana. Je vous donne l'exemple de Moussa qui a enseigné à Bondougou. Moussa s'est rendu dans des villages Palaka au Ghana. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que certainement c'était pendant cette période de résistance que certains Palaka ont migré vers Bondougou et par-delà Bondougou. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Mais la question principale, c'est y a-t-il une différence entre le Palaka de Sikolo et les autres? Et s'il y en a une, elle tient à quoi? Merci beaucoup. Je voudrais une fois de plus dire vraiment toute ma reconnaissance au conférencier pour ce travail très brillant. Je pense que c'est très bon que la communauté Palaka en reconnaissance à ce travail excellent et de profondeur puisse contribuer avec le conférencier à faire la promotion de ce que nous avons entendu ce matin. Et je pense que c'est une initiative qui peut être vite prise en main par les différentes organisations qui existent au niveau du canton Palaka ou de ses représentations ici à Abidjan ou ailleurs. Nous sommes nombreux ce matin qui allons rentrer et avoir matière à enseigner nos enfants sur notre histoire.
jusqu'à présent, nous étions dans le noir. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment des éléments supplémentaires pour montrer à nos enfants que nous avons gagné en sagesse. Et je tiens à dire merci aux conférenciers pour ce travail qui a été fait, n'étant pas du peuple, et qu'il a eu l'amour de faire un travail aussi fouillé, aussi approfondi. En tout cas, 1000 fois merci. Je n'ai pas de questions formelles, c'est des contributions. Je suis moi-même ingénieur agronome, agroéconomiste, et j'ai été marqué par deux aspects de votre intervention, qui portent sur la résistance, les aspects économiques de la résistance. Le premier point, c'est le fait que les Balakans se sont réorganisés en créant un marché. Il se trouve que je suis originaire du village où il y a ce marché. Donc je viens de savoir l'origine, hein, en termes de justification et en termes de l'origine temporelle de ce marché. Donc j'en suis très fier. Et Ea, qui est à côté de vous, connaît parfaitement ce marché. Je pense que tous les deux, on peut se porter volontaire pour vous aussi conduire. Je peux vous assurer que ce marché a quelque chose de malheur et bon, n'est pas encore devenu un hangar. Il est resté vraiment sous une forme traditionnelle. On trouve encore quelques petits hangars traditionnels avec de la paille. Et ce marché existe bel et bien. Je m'étais plusieurs fois posé la question de savoir d'où il tenait cette longévité, cette résistance, et j'ai tout compris aujourd'hui. L'autre aspect concernant ce marché, c'est que j'ai constaté depuis que j'ai commencé à voir les aspects économiques des choses, que c'est un marché qui se tient tous les 6 jours. Donc je pense avoir compris aujourd'hui que le Palaka, dans la résistance économique aussi, a créé quelque chose qui est complètement indépendant de la vision du colon sur la notion de semaine. Le colon a une semaine en 7 jours. Le Palaka, qui est sous une pression, je dirais, économique, a créé une semaine en 6 jours. Je pense que c'est un élément qui est important à creuser et qui me paraît très intéressant. L'autre aspect économique que j'ai entendu dans votre intervention, c'est la production du caoutchouc. Je pense que pour tout agronome, en tant que les Palaka, à un moment donné, ont résisté avec l'habitude des caoutchoucs, ça nous interpelle. On peut être surpris effectivement avec le regard d'aujourd'hui sur les évolutions climatiques, les évolutions agroclimatiques. Le caoutchouc ne se cultive plus au nord, mais ça vaut le coup de regarder de près qu'est-ce qui était cultivé, c'était quoi comme variété qui était cultivée. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais c'est des points à approfondir. Et de savoir aussi ce qui reste dans le canton en termes de savoir-faire sur cette activité-là. Je pense que c'est des points très intéressants. Je vous remercie. En Palaga, je dis bonne arrivée, merci pour notre démarche. Vous me permettez que je puisse m'exprimer d'abord en langue. Je me refouille parce que pour le premier après une carte voilà pour le poste. T'as dit quoi? Le petit gouvernement, plus de points au même niveau camp. Deux points dans la politique, on a gosse pour le travail. À qui va comme travail. On a pouvoir critiquer. Pour vous poser ma question, cher conférencier, je voudrais savoir, avant que les Palagas ne soient là où ils sont, est-ce que vous avez une référence sur d'où viennent les Palagas pour se retrouver là? Merci. Vous parlez d'abord en Palaka, vous avez traduit. Mais la meilleure façon d'amener l'étranger à apprendre une langue, sans lui donner une forme du pays. Ça va plus vite. Ça va plus vite que... Voilà. Alors, le président a parlé des Palaka au Ghana. Leur arrivée au Ghana dépasse la question de résistance, elle est très ancienne. Les Palaka appartiennent à ce qu'on appelle le groupe Gour. C'est ça, le groupe Gour. Contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, les Gours, dans les mois d'immigration, n'ont pas eu la Côte d'Ivoire comme destination principale. C'est la Côte Coast. Dès le 15e siècle, nous avons des Gours au Ghana, notamment au nord du Ghana, dans le Dagomba et le Mampoussi. Ce sont des zones voltaïques, c'est des Gours qui y sont. Donc il y a des Palaka et des villages au Ghana, ce n'est pas une surprise pour un historien. En tout cas, qui comprend bien cette histoire de peuplement. Donc dans le 15e siècle, nous avons des colonies de lobbies, de quoi d'autre, qui s'installent
au nord du Ghana. Ce n'est qu'après, avec le pouvoir colonial français, qu'ils commencent à descendre vers la forêt ivoirienne. Bon, au départ, c'était la Gold Coast, très très anciennement. Et vous avez l'ouvrage de Manuel Terry, le royaume Giaman, le royaume Abron-Giaman, des origines à nos jours, et vous avez là une très belle synthèse des mouvements de migration des Palaka dans cette région de, comment ça s'appelle là, le livre est épuisé, il n'existe plus. J'en ai fait une, moi j'ai dû le photocopier entièrement, je peux toujours faire une copie pour vous, pour vos archives. Et ça, vous avez une bonne matière à, comment ça s'appelle, à réflexion pour connaître davantage l'origine des Palaka. Il y a aussi l'ouvrage Toxine, les États de Congo. Là également, il s'évertue à fixer les origines des Palaka, mais tout le monde les ramène à Congo. C'est eux qui ont fondé Congo, n'est-ce pas? C'est ce qui se dit. Dans le 15e siècle, ils sont à Congo, qu'ils ont contribué à fonder. C'est une très vieille population, les Palaka. Ce n'est pas très récent, c'est une très vieille population, n'est-ce pas? Mais dont la migration a eu pour point final la Côte d'Ivoire actuelle, où elle se stabilise clairement, parce qu'elle devient pratiquement sédentaire avec la culture, avec la production agricole. Mais très anciennement, c'est une personne très mobile, à cheval entre plusieurs frontières. Donc c'est avec ce regard-là qu'il faut lire la question des Palaka. Tout ça m'amène à dire qu'il nous faut vraiment trouver, je pense qu'on a trouvé déjà le Palaka qui va travailler sur cette question. En tout cas, moi j'ai déterminé parce que après mon article, j'ai compris que si on n'arrive pas à éclaircir la question Palaka, on n'aura pas compris le peuplement du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un chaînon manquant qui va nous aider, s'il est résolu, qui va nous aider à mieux comprendre certaines situations, certaines coutumes, certaines habitudes, certains lignages qui ont été créés au nord de la Côte d'Ivoire peuvent effectivement avoir comme clé d'explication l'histoire des Palaka. Et donc, ça veut dire qu'une thèse sur les Palaka va nous amener à aller investiguer dans le Dangomba et le Mapoussi. Je ne suis pas surpris qu'un Ghanéen vous parle en Palaka, c'est même pas une surprise. Parce qu'il y a une tradition il y a une tradition migratoire, effectivement, des goûts, sur la Volta Noire, n'est-ce pas? La Volta Noire. Et ça, dans le Dangomba et le Mapoussi, vous avez des communautés très très anciennes, déjà au 15e siècle, n'est-ce pas, de population goût dans cette région du nord du Ghana. Donc ça peut se comprendre. Donc c'est pas lié à l'exemple de Kolobogo. Depuis très longtemps, ils sont installés dans cette région. Bon, c'est vrai que Kolobogo et sa rébellion ont fait que beaucoup de Palaka sont sortis, n'est-ce pas, pour refuser la soumission à la France. Ils ont préféré partir ailleurs. Voilà, d'autres sont revenus dans les villages, mais d'autres sont restés. Donc, on peut également trouver à Sikasso des Palaka. C'est pas une surprise, hein. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment une thèse doctorat vraiment pointue qui va ramasser tout ça et puis nous amener à mieux comprendre. Maintenant, entre les Palaka, les Sikolo et les autres. Ceux de Sikolo ont plus facilement accepté la domination du Djoula. Ça, c'est une différence énorme avec ceux avec les Palaka indépendants. C'est des brassages de population. Les Djoula, commerçants Djoula, parce que Djoula, c'est pas une ethnie, c'est un État en Côte d'Ivoire qui c'est une ethnie. Voilà, c'est les Malinqués en fait, en réalité, dont il faut parler. J'ai des gens de Congo, mais c'est quoi un Djoula chez vous? Ils disent le Djoula, c'est un marabout. Et ils ont ça, ils disent que ce qu'on va venir avec des cohortes de marabouts. Et donc, pour eux, un Djoula, c'est un marabout. Quand tu vas au Guinée, c'est tout à fait différent. Le Djoula, c'est le commerçant, n'est-ce pas? Après, ça devient une ethnie sous la pression des événements. Mais en réalité, le Djoula n'est pas une ethnie, c'est une caste professionnelle. Et comme ils sont mobiles, j'appelle ça une migration à projection régionale, capillaire, j'allais dire. Et comme ils sont mobiles, et c'est par le commerce qu'ils ont urbanisé la Côte d'Ivoire, donc ils sont imposés aux populations ce nouveau et l'oubli dans la Côte d'Ivoire. Mais donc, comme ils sont plus proches, et comme ceux de Sikolo sont plus proches du foyer de rayonnement, effectivement, des Malinqués de Congo, ils ont plus facilement accepté la domination de ces derniers. Et c'est bien que il y a je connais le chef de village, de Sikolo, s'appelle à l'origine, c'est un Dambélé à l'origine. Il est Dambélé à l'origine. Aujourd'hui, il est Ouattara. C'est la France qui impose son grand-père comme chef, chef de village de Sikolo. C'est ce que j'ai appelé en son temps la ouattarisation du nord de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Il y a une nouvelle hégémonie de la descendance de Sékou Ouattara
au nord de la Côte d'Ivoire et qui se traduit par, j'allais dire, une sorte de cristallisation identitaire dans la région, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai perçu dans mes débats où des chefs de terre ont contesté la légitimité du chef de village de Sikolo ou d'ailleurs en disant non. Par exemple, à Nassian, ils m'ont dit clairement, bon, Nassian, il y a aussi Nassian à Bondoukou. Il y a Nassian, voilà. Donc, vous voyez que Nafana, oui, il y a aussi Nassian, qu'on a à Bondoukou, qu'on a aussi à. Ils m'ont même demandé d'aller faire un tour à Nassian de Bondoukou pour voir s'il y a une similitude entre les régions pour financer mon voyage. Et moi, je m'en vais. Il n'y a pas de souci pour guetter et pour voir ces connexions. Alors, donc, il y a cet élément-là qui ne tient pas à un argument linguistique. Non, ce n'est pas un argument anthropologique. Il est simplement politique et géopolitique. Hein, c'est l'histoire des dominations, des hégémonies impériales en Afrique de l'Ouest. Donc ceux de Sikolo ont plus facilement accepté la domination, effectivement, malgré. Donc en retour, beaucoup d'entre eux ont été incorporés à la chefferie, effectivement, en pays Palaka de Sikolo. Ce qui me paraît quand même un peu difficile à obtenir avec ceux indépendants, avec le Kumbala, Shka. Donc ça c'est une différence énorme entre les deux. Donc ce n'est pas des critères c'est pas des critères anthropométriques, ce n'est pas des critères linguistiques que je déroule pour expliquer la différence, mais elle tient justement à l'histoire des deux régions où ceux indépendants de Kumbala sont vraiment hermétiquement fermés à toute domination extérieure. Contrairement à ceux de Sikolo qui ont été beaucoup plus diplomates, plus flexibles dans les rapports avec les autres. Voilà, mais ce n'est pas des arguments linguistiques que je vais développer, mais c'est plutôt des hégémonies culturelles et impériales qui sont prises dans la région. Donc voilà, est-ce que je peux répondre à cette question? Je vous remercie. Notre conférencier pour sa pleine présentation. J'ai une contribution que je voudrais faire. Il y a quelques années de cela, au cours d'un séminaire où il y avait plusieurs nationalités qui étaient réunies, à la fin du dernier jour du séminaire, on nous a demandé de parler de notre culture. Et ce jour-là, nous avons débattu sur les semaines, les jours de la semaine. Donc chaque communauté a parlé des jours de sa semaine. Alors, j'étais le seul qui a dit que nous, notre semaine a 6 jours. J'avoue que j'étais un peu une curiosité pour tous ceux qui étaient là. Et le modérateur a dit après, c'est quand même bizarre, dans toutes les civilisations, on parle d'une semaine à 7 jours. Comment se fait-il que chez vous, il n'y a que 6 jours? Je n'avais pas la réponse malheureusement. Et j'ai découvert ce matin, avec joie, que c'était les 6 jours sont la preuve du génie de la résistance des Palaka. Je pense que si j'avais eu l'information au moment du séminaire, c'est avec fierté que je serais sorti du séminaire. Pour dire que je suis vraiment heureux d'être là ce matin et d'apprendre. Et deuxième anecdote, mon épouse vient de Bondoukou. Et lorsque j'étais à ma grand-mère, elle m'a demandé, les femmes elles aiment bien demander d'où est-ce que vient ton épouse. Bon, lui, il a bon, j'ai dit que mon épouse vient de Bondoukou. Ma grand-mère m'a dit, mais c'est très bien, c'est le même peuple. Et encore de comprendre pourquoi ma grand-mère m'a donné une telle réponse. Et mon sentiment était réconforté lorsque je suis venu documenter une fois. On parlait des Nafana du Ghana. J'ai été ébahi, ébloui parce que c'est un peuple qui est très prospère au Ghana. Il y a une banque, la banque Nafana au Ghana. Un peuple très prospère. Et en même pas, je crois, un mois, j'ai assisté à un mariage entre un Palaka de Bondoukou et une fille de Bondoukou. Juste pour dire que nous gagnerions véritablement à connaître notre histoire. Ça nous évitera beaucoup de soucis. Et vraiment félicitations pour les organisateurs de cette conférence. Vivement que nous continuons d'orienter nos recherches dans ce sens afin que l'histoire de notre peuple soit connue parce qu'elle mérite d'être connue. Le peuple qui a été le premier peuple à refuser l'impôt de capitation ne doit pas passer inaperçu. Voilà ma contribution. Je vous remercie. Je voudrais sortir mon émotion. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole et poser beaucoup de questions lorsque j'ai l'occasion de me laisser enseigner. Je me tais et j'écoute parce que ça m'enrichit. Le conférencier, en parlant ce matin, a dit une phrase que j'ai envie de reprendre encore. Il a dit, je suis tombé amoureux du peuple Palaka. Je ne sais pas si vous savez l'effet que ça peut vous faire, comment particulièrement. Je suis particulièrement touché.
touché parce que l'histoire, notre histoire nous apprend que nous avons eu des ancêtres dont nous pouvons être fiers. À un moment donné, je suis en train de dire, mais pourquoi ils nous laissent croire que nous sommes des peuples rebelles? Mais quand tu fouilles bien, ce n'est pas de la rébellion, mais c'est de la dignité. Et cela me touche au point où je sais que le Palaka, on aime bien dire le Sénéfou est digne, mais le Palaka en particulier est très digne. Et la dignité, c'est ce qui a peut-être précédé votre arrivée ici. Certains sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais pour revenir à votre exposé, vous avez sorti des noms. Sénia Yeo, Korokobo, et bien d'autres qui peuvent être des héros, ou certains peuvent aussi être des gens qui ont presque vendu la lutte. Ma curiosité est de savoir, à travers les grands héros, les hommes qui ont fait la résistance du peuple Palaka, si vous vous attardez sur des noms et des qualités de stratégie de lutte qu'ils ont pu avoir, et pour le respect de nos mamans qui sont ici, on sait que certains peuples ont brandi la gente féminine comme héroïne, comme héros de combat. Est-ce que dans le monde Palaka, on a pu avoir des femmes qui ont aidé la résistance, de sorte que nous puissions aussi nous tourner vers elles et les applaudir ou reconnaître que leur contribution a été utile? Voilà ce que je voulais avoir comme curiosité au long de votre exposé. Merci. Bien. Je suis M. Guillaume Datiman, cher conférencier. Toutes mes excuses à l'Assemblée et au chef central, au président de l'ACEPA pour mon retard. J'ai tellement préparé cette conférence que Dieu a bien voulu que je la rate pratiquement, que je vienne au bout. Et généralement, il est dit dans la Bible que les derniers sont les premiers. Certainement, je serai premier. C'est pourquoi je tenais vraiment à dire toutes mes excuses à l'Assemblée. Bien, ceci étant, je suis venu prendre effectivement la conférence en cours. Donc il y a certaines questions que je ne peux même pas poser, parce que comme je n'ai pas vu le déroulé, il y a des choses qui m'échappent. Tout simplement, apporter une contribution et à la fin, poser une question. Et on a remarqué que dans l'enseignement ici en Côte d'Ivoire, il y a des révoltes qui sont enseignées en classe, mais jamais celles des Palaka. On part de 1910, sinon vers 1908, avec la révolte des Baoulés, 1909-1911, la révolte des Abès, que tout le monde connaît, en 1910, où il y a l'affaire de Rubino. Mais jamais, nulle part, on parle de la rébellion dans le peuple Palaka, qui, à mon sens, s'est effectuée depuis 1902-1903. Pourquoi? Est-ce par, on peut dire, par mégarde, ou bien c'est fait exprès pour faire oublier ce peuple-là, peut-être qui a posé plus de difficultés aux colons. Certainement, peut-être que ça a été dit, mais comme je n'étais pas là. Mais sinon, à partir d'un certain moment où j'ai lu votre article, monsieur le conférencier, moi-même étant enseignant d'histoire-géographie, chaque fois que je donne les exemples, l'exemple du Palaka est toujours le premier, puisqu'on les cite par ordre chronologique. Et comme ça a eu lieu en 1902, donc généralement, ils sont les premiers à être cités. Je termine par une question certainement, peut-être que vous n'avez pas travaillé dessus, mais vous connaissant comme un sachant, je veux quand même la poser, parce que certainement vous pouvez nous donner des prêches, sinon nous indiquer comment nous pouvons avoir des réponses. Généralement, le Palaka, quand il est quelque part dans le groupe sénophone, il comprend pratiquement toutes les autres langues quand les gens s'expriment. Sur le plan linguistique, il n'y a pas de problème. Mais quand lui il parle, c'est plus compliqué pour les autres. Donc je voudrais comprendre. J'entends souvent certains dire le Palaka est la langue mère du peuple sénophone. C'est-à-dire que toutes les autres ethnies ont leur langue qui découle de celle du Palaka.
Parce qu'effectivement, on retrouve un peu nos mots en Palaka dans toutes les ethnies. Donc quand un Afara parle, un Djemara, etc., quand il parle, un Djimini, les Djimini encore plus grave. Quand il y a un mot qui n'est pas de chez nous, c'est que c'est un mot malinqué. Sinon, c'est le Palaka pratiquement qui parle. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'effectivement, c'est le Palaka qui est la langue mère des langues sénoufo? Sinon, quelle est la relation qu'il est due? Merci bien. En fait, de l'émotion qui les traîne en m'écoutant. En fait, je vais vous dire une chose, c'est que l'historien n'est pas un ovni, un objet volant. Nous sommes le fruit d'un contexte et d'une éducation. Moi, naturellement, je suis réfractaire à toute forme d'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et ça, c'est pour un moment de ma vie, même aujourd'hui, on m'appelle Che Guevara. Parce que je n'aime pas la vérité, je n'aime pas l'injustice. Alors donc, quand je tombe sur un peuple comme ça qui porte au sommet le refus, automatiquement ça m'a marqué. Et puis, vous savez, quand on fait la recherche, on ne tombe pas toujours sur les filons d'or. On peut faire 20 ans, 30 ans de carrière de chercheur, mais on ne trouve rien qui puisse ébranler les connaissances habituelles. Mais tu tombes sur un dossier qui n'a jamais été vu, et ça t'assure la renommée. L'instant des Palaka, je suis le premier en tout cas à en parler. Parce que c'est pas connu en fait. Pas que les gens, pour répondre au dernier intervenant, pas qu'il y ait une omerta volontaire sur cette histoire, non, elle n'est pas connue. C'est la seule réponse. Parce que l'historien traverse le document des sources. Le document sur les Palaka, moi j'ai trouvé au Mali. Pas aux archives de Côte d'Ivoire, non, j'ai trouvé à Bamako, et vraiment par hasard. Je prends un document de ce poussiéreux là, je voulais même le laisser tomber. Je vois Kolobogo a été assassiné, a été exécuté en 1903 pour refus de payer l'impôt. Ah tiens, donc je laisse le dossier, je l'exploite, mais je tombe sur une mine d'or. Voilà, et donc je me dis, bon, avec ça, on peut remettre en cause beaucoup de choses sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc voilà un peu pourquoi, quand je finis d'écrire l'article, j'ai dit bon, je ne suis pas Palaka, je ne les connais pas, mais c'est une histoire fabuleuse. Je ne sais pas ce qu'ils en feront. Est-ce qu'ils sauront même de quoi il s'agit? Et c'est pourquoi il faut vraiment dire merci à Yeo, parce que c'est finalement lui qui, défie la nervure, permet effectivement que l'article soit connu. Je vais même que j'étais en train de le traduire en anglais pour le publier dans les universités de tradition anglo-saxonne. Ça va lui assurer encore plus de visibilité. Le but étant désormais d'inscrire dans les manuels scolaires la révolte des Palaka. Parce qu'elle est tellement bien organisée, tellement extraordinaire en termes de stratégie, il a posé la question. Mais le fait même que les gens se divisent en trois parties, en trois groupes pour éviter la prise en terrain par la France, mais c'est extraordinaire pour l'époque. C'est extraordinaire. Et plus extraordinaire encore, c'est de créer un marché autonome. Donc résistance. Même pas par les armes, résistance spirituelle, résistance sociale, couplée, résistance économique. Ils vont créer leur marché, ils vont cultiver le caoutchouc qu'ils vont vendre aux populations environnantes. Mais ça, ils ont compris que l'indépendance politique ne vaut rien économique. Et c'est même une leçon pour notre échange aujourd'hui. On n'est jamais indépendant. Moi, j'étais en Inde au mois de janvier dernier à une conférence. La conférence se tenait dans une usine. Tenez-vous bien. L'usine appartient à la famille Godrej. Godrej est un Indien qui, dans les années 1940, lorsque l'Inde commence à se révolter contre les Britanniques, lui, il n'est pas de la trempe de Nehru ou de Gandhi, mais il dit simplement que nous luttons pour l'indépendance, mais elle ne sera effective que nous sommes indépendants économiquement. Donc il va créer son industrie. Pour que l'indépendance ait un sens, il faut être économiquement indépendant, donc il va créer son industrie. Et quand on s'en va en Inde, c'est un pavillon de l'usine qui a été transformé en campus. C'est là-bas on a la conférence et chaque soir, on va nous chercher pour faire le tour des montages, des ateliers de montage et autres. Ça m'a vraiment frappé. Il a dit clairement que l'indépendance économique, c'est la porte d'entrée pour assurer l'indépendance politique. Donc ce que font les Palaka 1901 est une leçon pour nous en 2020. Ils ont clairement compris que pour être indépendant, il faut être indépendant économiquement. Donc comprendre ça à l'époque, pour des indigènes, entre guillemets, créer un marché, mais
c'est ça qui fait que c'est fascinant cette révolte des Palaka. Et si elle est connue dans ce pays, je pense que ça va changer beaucoup de choses sur l'histoire des résistances en Afrique. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut en faire la promotion. Moi, j'ai dit à Yo que je suis disponible. J'ai même allégé cet article-là, je l'ai fait en 1-2 pages, que j'ai intitulé Une résistance oubliée, l'instauration des Palaka, 1900-1903. Je l'ai allégé, je l'ai tenu en 1 page, je cherche à le publier dans Fratmat ou ailleurs. Voilà, parce que pour moi, elle doit être connue, pour que les Ivoiriens comprennent enfin que la résistance n'est pas seulement au sud, mais qu'aussi au nord, les gens ont résisté. Ce sont des formes, pas forcément armées, mais vraiment des formes tellement ingénieuses que ce serait vraiment dommage de ne pas en parler. Malheureusement pour les femmes, mes sources n'en parlent pas. Mais je suis sûr que si on fait des travaux systématiques des Palaka, ces questions ressortiront forcément. Voilà, le nom des femmes dans cette rébellion. Ce qui me fait mal un peu, je l'ai dit à Yo, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a encore dans les villages Palaka, il y a des détenteurs de la tradition orale qui peuvent expliquer encore cette histoire? Il dit, il ne croit pas. Et pour un historien, c'est une mauvaise nouvelle. De ne pas trouver aujourd'hui dans ces villages-là des gens qui peuvent dire, oui. J'ai entendu parler de Kologogo, d'Amené, de Fakou, de Nanjo, de Samba, oui. Et le marché qu'ils ont créé, oui, j'ai entendu parler. Mon grand-père m'en a parlé, c'est comme ça que nous on peut construire l'histoire. Mais à défaut de ça, vraiment, s'il y a un cadeau que vous pouvez me faire, c'est de me faire visiter ce marché qui a été créé par les institutions. Ça, je tiens vraiment à le voir pour finalement lier la pratique à la théorie. Franchement, ce marché, j'ai vraiment envie de le voir. Maintenant, la question c'est que le Palaka est la langue mère de comment elle s'appelle, moi je ne suis pas linguiste pour trancher la question. Mais j'ai rappelé la théorie de Saussure et puis de Grimberg. Fernand Saussure qui dit que la meilleure façon de relier deux cultures, c'est par la langue. N'est-ce pas? Le fait que les Palakas comprennent les autres, que ne comprennent pas, ça veut dire qu'il y a eu une extension, une hégémonie Palaka sur les autres peuples, mais qui n'a pas eu de réciprocité. N'est-ce pas? Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Ça peut être le fait de vouloir sanctuariser, comment ça s'appelle, le Palaka, ou ça peut être que ce soit une langue qui soit d'accès difficile pour les autres. Ça peut également s'expliquer par le fait que, de façon historique, ils ont été à l'origine de la création du premier empire, pas seulement comme, mais de Bouna également, ils sont présents à Bouna, c'est très ancien, depuis le 15e siècle, ils sont dans la région. Donc l'hégémonie Palaka, finalement, est stoppée par la montée des Djoula au 18e siècle, c'est comme ça on peut l'expliquer. Et comme les Djoula, c'est les commerçants, le vieux Malinké, c'est les commerçants, donc les langues tendent à être la langue du commerce, elle finit par s'étendre à toutes les populations. Donc ça peut noyer les langues primitives, les langues paléonégritiques, et c'est ce qu'une personne appelle la révolution linguistique. Par lequel processus, un peuple dominé finit par... C'est vraiment curieux, cette histoire des Palaka. Habituellement, quand un peuple dominé perd sa langue. Ah oui, les Soninké ne parlent plus les langues. Dominés qu'ils étaient par les Bambara. Alors voilà un peuple qui est dominé, enfin du point de vue historique, parce qu'ils ne créent plus d'État centralisé, n'est-ce pas? Ils sont pratiquement encerclés par des communautés malinquées, mais avec ça, ils arrivent à garder leur langue d'origine. C'est aussi une forme de résistance linguistique. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette histoire. Maintenant, par exemple, la tranchée, je pense que ça, il faut vraiment des linguistes qui font des études qu'on appelle l'archéolinguistique et qui vont nous amener à comprendre pourquoi les Palakas comprennent les autres n'arrivent pas à comprendre effectivement la langue des Palakas. C'est aussi une marque d'hégémonie culturelle et linguistique. Je pense que c'était la dernière question qui a été posée. En tout cas, je vous dis franchement merci pour votre qualité d'écoute. Je suis dans mon rôle lorsque je fais sortir l'histoire de l'université. C'est ça qu'il faut faire désormais, sortir des universités pour que les populations sachent réellement la dimension de leur histoire est particulière. Moi, voilà que je n'entends même pas Palaka, et je me retrouve en train de faire des Palaka. Ça, c'est une pirouette de l'histoire. Je pense que de plus en plus, on doit sortir des universités pour que l'histoire soit connue des populations à ras du sol. Alors maintenant, mon souhait, et je vous le dis clairement, c'est que la résistance de Kologogo et de ses amis ne soient pas oubliés. Pour ce faire, il faut qu'elle sorte
de l'université. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur la place publique, ça va passer par des conférences, ça va passer par des productions dans les journaux. Je suis prêt à jouer ma part dans ce travail-là de promotion, de réhabilitation de cette rébellion-là. Et je pense que ça peut être le déclic, justement, pour les Palaka eux-mêmes, de prendre à part leur histoire et d'en faire la promotion. Il n'y en a que vous, plus que moi, qui pourrez vraiment faire la promotion de votre histoire. Moi, je serais juste là en appoint, en tant que technicien, des questions de peuplement. Mais le reste, c'est vraiment à vous-même. Mais je parie que si cette histoire est connue des historiens, ça fait tache d'huile. Parce que jamais on a une résistance aussi bien organisée que celle que j'ai décrite avec l'expression des Palaka. En tout cas, merci pour tout. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en pays Palaka cette fois-ci. Ça va être vraiment pour moi une belle visite touristique. Et surtout voir ce marché-là qui a été créé. Le PCC, sachez que ce soir, ils comprendront qu'ils n'ont rien volé. Si nous sommes si révoltés, partout où nous sommes, chacun de nous dans son entreprise, dans son boulot, partout où on se retrouve, on a toujours cette âme de révolte et de dire non chaque fois que ça va au-delà de la dignité du Palaka. Donc on sait maintenant pourquoi on est comme ça. On peut dormir avec ça beaucoup mieux. Mais je ne suis pas censé intervenir, mais l'avantage que j'ai, c'est de transporter le micro, donc je peux le mettre devant ma bouche. Je pense qu'au-delà de toute chose, en introduction, nous disons qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et quand l'âme est appelée à l'éveil, il n'a d'autre choix que d'aller plus loin. Cet instant magique de cette matinée est l'éveil du Palaka. Au moment où, dans le canton Palaka, bien de personnes sont en train de s'arriver à d'autres peuples, où nous renonçons à nos valeurs anciennes, je pense que cette conférence arrive à un point nommé pour que le Palaka fier et digne, celui qui est le résultat des luttes anciennes et historiques de ce peuple, ne renonce jamais à lui-même et ne se renie jamais. C'est un appel à chacun de nous ici. Le peuple Palaka, aussi minime soit-il, doit rester digne et fier. Là où le Palaka doit parler, il doit parler. Il doit parler parce qu'il se souvient de Samba. Il doit parler parce qu'il se souvient de Nanjo. Il doit accepter de mourir comme Koroboro. Il doit accepter de mourir comme les autres parce que c'est ça le Palaka. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'êtes plus le Palaka de nos ancêtres. Ça, il faut que nous le retenions. Notre canton a besoin de développement. Notre canton n'a pas besoin de suiveurs, de personnes qui se réunissent. Et nous devons nous dire aussi, si nos parents étaient parmi les pionniers économiques de la Côte d'Ivoire, parce que le conférencier même le dit en termes d'économie, c'est à nous de répartir, donner cette force économique à nos parents au village pour qu'ils aient cette autonomie et cette fierté d'être Palaka. Il nous appartient aussi de répartir, réorganiser tout notre canton de la même manière que nos parents avaient su s'organiser pour que, aujourd'hui encore, même des années, je dirais 100 ans plus tard, on revienne à la surface. Et vous savez ce qui a fait ça? C'est la force spirituelle du Palaka. Ce qui fait que le marché de Dabla, même s'il reste encore un seul abattant, continue de vivre. Le Maloro qui ne peut pas mourir, le Gandoro qui ne peut pas mourir. C'est tout ça qui a toujours fait. C'est l'esprit du Palaka et cet esprit doit continuer à nous guider. Sur ce, je voudrais laisser la parole au président Yaya. C'est Yaya d'abord. Voilà, Yaya qui va intervenir. Ensuite, on aura le président et la présidente, et le président. Et on va terminer par le chef central. Merci. La Mecca, point. Bien, donc c'est elle qui est chargée de relayer un peu l'histoire des Palaka avec l'appui de maître pour pouvoir promouvoir cette histoire-là. Bien, ce que je voulais dire aussi,
c'est que d'ouvrir le canton Palaga aux professeurs, que ce soit n'importe qui, il serait le bienvenu. Donc ce qu'il faut ajouter, comme il l'a dit, il est tombé amoureux du peuple Palaga. Son objectif c'est de promouvoir cette culture, c'est de promouvoir cette révolte. Il faut qu'on s'organise aussi pour l'aider dans sa tâche. Et là où je voulais insister, c'est que là où a eu lieu la bataille de 1902, l'endroit est là. En tout cas, on soupçonne que cet endroit soit là. C'est un endroit qui a plus de 100 hectares qui se trouve entre le village de Djérélé et de Banga. En son temps, ce qu'il faut retenir, c'est que Banga, c'est le peuple originel des Djembala. Les Djembala et les Djembala viennent eux tous de Banga. Donc en son temps, quand on parle de Djembala, c'est Banga qui était le vrai village des Djembala. Donc entre Banga et Djembélé, il y a un espace de près de 100 hectares. On nous a toujours dit que cet espace est sacré, on ne cultive pas là-bas. Donc on vient de découvrir que c'est probablement l'endroit où il y a eu lieu cette bataille. Donc mon objectif c'est de faire de cet endroit du moins un endroit du tourisme. Si on peut ériger un monument à l'honneur de Kologombo à cet endroit-là, ce serait vraiment formidable. Donc si on s'organise, on peut faire de cet endroit un endroit de tourisme, de découverte, peut-être même intégrer cet endroit aussi dans la liste des forêts sacrées de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit. Merci aux conférenciers pour tout le travail abattu. Nous les femmes, nous sommes derrière lui. Nous allons tout faire, si on doit faire des recherches pour l'aider, pour qu'on parle du peuple Palaga. Parce que quand souvent tu vas quelque part, tu dis tu es Palaga, les gens sont étonnés, ils disent Palaga là c'est quoi? Pourtant nous sommes ce niveau, le groupe, on est tellement petit. Et aujourd'hui, je lui dis merci pour son exposé. Et on va tout faire pour l'aider, pour qu'on parle aussi des Palagas, comme on parle des Tchimbara, des Nafara, des Jimini. Vraiment, il n'y a plus grand chose à dire. Simplement merci. Est-ce que ce serait responsable de notre part de laisser le pan de toute une histoire sur les frères épaules de la jeune fille? Voilà une vraie question. Ça doit être notre question. C'est pas moi, je n'ai pas forcément la réponse. Mais je suis sûr que si on regarde le monsieur qui est en face de moi, il est capable de faire un documentaire sur les Palagas qui vont accompagner. Je suis sûr que le professeur a dit tout à l'heure qu'il cherche à publier dans Fratmat. Je suis sûr qu'on peut encore nous-mêmes créer un comité qui va reconstituer les archives. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a plus de tradition orale, il y a des choses. Je suis sûr que si on s'assoit ensemble, on peut sortir un plan d'action qui va accompagner. Elle prend un pan de l'histoire, mais il faut qu'ensemble on se mette ensemble parce qu'on ne va pas tout mettre sur ses frères épaules. Quand j'ai aimé l'idée de faire de cet endroit un endroit touristique, avant de faire de cet endroit un endroit touristique, ça voudrait dire qu'il faut qu'on s'organise pour mettre en place un comité qui va œuvrer dans ce sens-là. J'ai appelé certaines personnes, je ne sais pas si Claude est là. J'ai demandé à Claude qu'il soit là aujourd'hui, non, je ne sais pas, il est là? Non. Donc on peut s'appuyer sur Claude étant au ministère du Tourisme. Quelles sont les conditions, les critères qu'il faut remplir pour faire un endroit touristique. Donc pour cela, il faut qu'on mette en place un comité qui va travailler de concert avec le projet qui est là, pour pouvoir vraiment promouvoir cette révolte-là. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Pour l'instant, il va falloir qu'on se voie après pour mettre en place ce comité. Ce que je peux dire, c'est de dire, après vous tous, de dire merci aux conférenciers. On est en train de s'engager avec un pacte avec lui. Moi, je vais être plus pragmatique. Comme on est en train d'organiser les journées d'hommage au chef de l'État, c'est l'occasion, moi en tant que président de l'inviter pour ce voyage. Il est là, il peut nous donner la réponse, c'est le 11 avril. Bon, le projet va réfléchir. Sinon que ce serait une bonne occasion parce que la toute partie de ceux qui sont ici pourront être là-bas. Donc on pourra vous conduire au lieu à Yarabé, au fameux marché. Vous serez notre hôte si vous voulez accepter l'aventure avec nous. Et en même temps, il faut qu'on dise merci à Yaya parce que vous l'avez entendu, il a vraiment lutté pour que cette conférence ait lieu. C'est un frère, il faut lui dire merci. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On va prendre engagement ensemble
de former ce comité-là et d'aider le professeur à ce que notre histoire soit connue de tous. Vous l'avez vu, il est tombé amoureux de nous. Donc, nous aussi, on est tombé amoureux de lui. Voilà. Donc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est ma mairie. Mais je vais dormir aujourd'hui tranquillement. Vraiment, peut-être que je lui te fais un coma. Mais je suis fier d'être Palaga. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais je suis très fier d'être Palaga. Quelqu'un qui n'est pas Palaga, qui a tout fait pour nous faire sortir une histoire oubliée de tous. Vraiment, toi tu es un historien. Donc vraiment, je pense que je vais laisser le micro au chef central qui va clôturer cette conférence. Il a accepté, avec tous les membres de son bureau, tous les membres de la CEPA, pour une première fois d'organiser une histoire qui nous concerne. Merci, président de la CEPA. Merci à la présidente des femmes. Et également mes remerciements à l'endroit de hier. Parce qu'il a beaucoup œuvré pour que cette cérémonie, cette conférence ait lieu aujourd'hui. Merci Yaya. Merci, mais parce que la route n'est pas terminée, il faut continuer. Merci parce que sur la plateforme de WhatsApp, c'est encore Yaya qui a invité les étudiants en histoire et qui a pu retrouver cette jeune fille et qui l'a présentée au professeur. Merci pour cette volonté de faire la promotion du peuple Palaga. Je pense que Dieu te le vaudra. Je voulais remercier toute l'Assemblée. Aujourd'hui, quand on est Palaga, on voit ce cadre dans l'équipe éminente, femmes et hommes, on ne peut qu'être fiers. Je voulais dire merci aux conférenciers. Merci à ceux qui viennent nous parler de notre propre maison. C'est extraordinaire de se bien entendre. Je vous dis vraiment merci. Merci parce que vous avez fait des recherches. C'est vrai qu'il y a des noms. Peut-être que ce n'est pas écrit tel qu'il le faut. Peut-être qu'il y a des erreurs, mais notre fille va peut-être corriger avec le temps. Merci pour cette initiative. Je voulais remercier particulièrement notre fille qui a accepté de prendre cette double responsabilité. Il faut qu'on l'aide, il faut que tout le monde l'aide, il faut que tout le peuple l'aide. Monsieur le conférencier, je voulais vous dire mardi, si vous voulez bien, c'est le marché de Dabla, vous pouvez y aller. En ma qualité de chef des Palaga, quand on parle du peuple Palaga, on va vers la tradition. Et nous sommes ici en tant que responsables de la tradition. Je parle en tant que petit-fils de Sikali Yo, dont vous avez parlé de sa résidence en 1948. Notre papa en parlait toujours avant sa mort. Mais je souhaite, tel que vous l'avez fait pour Colorado, vous pouvez encore nous présenter un jour la résistance de Sikali à 48. On a encore un fils, Soro Nambé Michel, qui a vécu l'événement en direct, qui a fait un document au temps où le président Yassé était président de l'Assemblée nationale, au moment où on choisissait les députés, au temps de Nambé-Sini, ceux qui le connaissent, les députés de Ferté. Alors il avait fait un document écrit, parce qu'il a vécu l'histoire. Des gens sont rentrés dans la brousse, et on a un frère dans le village qui est fait à son âme, qui était né à ce moment-là. C'est pour cela qu'on l'appelait Famagoui. La mort de la force. C'est-à-dire mort par la force. Alors, ces écrits, il y en a qui ont des écrits sur le Sikali. Malheureusement, notre peuple n'est pas connu dans son histoire. Et nous devons tous œuvrer, que ce soit matériellement ou financièrement, en termes de temps, mettre tout en œuvre pour que notre peuple soit connu. En tout cas, les deux histoires de Sikali et de Colombo, parce que quand on lit le document, on est fier de Colombo. Parce que nous avons lu qu'il a été appelé par les colons à Dawatala. Moi, je ne voulais pas poser une question, mais pour l'Assemblée, il est bon peut-être que le conférencier va répondre. Quand vous dites le cercle de Congo, personne ne comprend, sauf si quand on a lu les documents. Alors le cercle de Congo, apparemment, elle commandait toute la zone du Nord sur le Nord. Donc, il faut nous l'enseigner peut-être prochainement. Et M.
je crois que le 11 avril, vous avez été directement invité, ce serait une très bonne chose. Une très bonne chose pour corriger, si nous avons encore certains vieux, pour corriger certains noms. Quand moi j'entends le nom, vous le prononcez de manière Kolorobo, moi j'ai dit Kolorobo, ce n'est pas un nom Palaka. Kolorobo, ce n'est pas un nom Palaka, c'est un nom du là, ça veut dire quelqu'un qui exagère. C'est le caractère de l'homme qui a dû être transformé en nom ou en sobriquet. Peut-être un surnom, Kolorobo. Donc, on l'appelle à Kalakala, on lui demande de se soumettre, il refuse, il l'organise. Vous n'avez pas aussi également parlé de caoutchouc. Le caoutchouc, pour ceux qui connaissent, Kinkelin. Ce que nous, tout petits, on faisait comme un ballon. Ce caoutchouc, il ne s'agit pas de caoutchouc de l'EVA. Non, Kinkelin. Non. Je précise, on extrait le jus. On extrait. Non. Merci à vous. Non. Koufalé, ça se mange. Ça se mange. Ça, c'est le fruit. Voilà. Alors, donc, professeur, vous avez beaucoup de choses. Donc, le caoutchouc dont on parle, ce n'est pas le caoutchouc de l'EVA. C'est l'idée de l'EVA. C'est ça? Voilà, c'est pas ça. Vraiment, je voulais m'arrêter là pour dire merci au professeur. Oui, c'est ça. C'est le caoutchouc qu'on prend pour faire certaines choses de balancement, etc. Je voulais terminer pour dire dans cette salle, professeur, il y a des arrière-petits-fils de Sikali. Il y a aussi des arrière-petits-fils de autant pour moi. Sénia. Il y a, je ne sais pas si c'est deuxième, troisième catégorie d'arrière-petits-fils. Il y a Bruno qui est là. Il y a Sanusi qui a posé la question. Sanusi. Oui, il est là, grand lait. Cobra, ils sont là. Bruno. Oui, il y a Bruno. Lève-toi pour qu'on sache que tu es un arrière-petit-fils de Sénia. De façon directe. Voilà. Je voulais m'arrêter là pour saluer tout le monde et dire que ce genre de conférence là, c'est pas vraiment la mérite. Merci pour ce que tu fais pour le peuple Palaka et que tu te permets de continuer dans ce sens et que tu peux avoir d'autres professeurs pour d'autres sujets qui peuvent intéresser le peuple Palaka. Professeur, merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Présidente, après cette brillante conférence tenue par nos chefs conférenciers, nous sommes là juste pour prendre vos avis, sinon vos impressions, vos sentiments après cette conférence. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame? Ça a été une très grande joie pour moi d'apprendre l'histoire de mon pays que j'ignorais. J'ignorais beaucoup de choses. Je me posais souvent des questions. Mais aujourd'hui, je viens d'écouter le conférencier qui a éclairci en tout cas beaucoup de choses. Là, ma joie est immense, très immense, parce que j'ignorais beaucoup de choses. Et je prie Dieu qu'il nous donne encore la force de continuer les recherches pour approfondir encore ce qui reste à découvrir. Pour moi, c'est une très grande joie, vous pouvez l'imaginer, comme je l'ai dit pendant la conférence. Pour moi, je viens de découvrir une autre facette de mon peuple Palaga. Et ce que nos parents n'ont pas peut-être suffisamment pu nous dire de l'air vivant, mais aujourd'hui le conférencier a mis un point sur les i, qui fait de notre peuple Palaga un peuple que les gens prenaient pour un peuple rebelle, qui n'est pas forcément rebelle, un peuple qui a lutté pour sa survie, avec ses moyens de bord à l'époque. Donc vous voyez que ce n'est qu'une joie immense. Et ce genre de conférence, on en demandera toujours, on va demander tant qu'on a nos ressources encore disponibles. Donc, vous avez pour voir, pour moi en tant que président de l'ACEPA, vraiment la joie est indescriptible. Bien, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment content de cette conférence-là. Pour l'instant, chacun se bat pour éclairer les uns et les autres. Et maintenant, il nous revient maintenant en tant que fils de la région de tout faire, tout mettre en œuvre pour que le comité qu'on veut mettre sur pied puisse avoir le jour et puisse voir du moins le jour. Et comme je le disais,
l'endroit où la bataille s'est probablement effectuée est toujours là. C'est un endroit de pratiquement 100 hectares et mon intention c'est de faire de cet endroit-là un endroit de tourisme, un endroit touristique où les gens pourront aller découvrir la toute première bataille de l'histoire de la Côte d'Ivoire en 1902-1903. Donc cet endroit est situé entre le village de Guélébélé et celui de Bamga. Donc vraiment je suis content du déroulé de cette conférence et j'espère que le professeur Chikouna Cissé il viendra nous accompagner dans ce sens-là pour promouvoir l'histoire du peuple Palga. Je vous remercie. Nous sommes encore la famille de la chefferie au niveau cantonal, au niveau de Koumbala. Nous avons été vraiment édifiés par cette conférence. Nous nous rendons compte de l'impact véritablement du passé sur le comportement et la gestion des hommes jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ce concept nouveau qu'il a employé, enfin nouveau mais parce que très ancien, dans notre histoire entre les Palakas indépendants et les Palakas soumis, mais tout cela se répercute encore dans la gestion des hommes, dans de nombreux courants. Et donc nous pensons que la conférence est arrivée à point nommé, parce que comme nous l'avons dit, cette journée que nous sommes en train d'organiser, cette journée d'hommage, nous l'avions dit avant le début de la conférence, c'est l'occasion justement de faire naître la conscience du Palaka. Pour que nous nous reconnaissions. Palaka indépendant ou Palaka soumis, nous sommes Palaka, la nécessité de notre monde. Et nous appuyer sur cette conférence pour montrer que justement, il faut repartir à notre ayant été ancien pour comprendre que c'est un peuple qui avait déjà compris que l'économie était le point de départ du développement. Et par conséquent, nous organiser maintenant pour que ce pouvoir qui a été le nôtre, pour que cette histoire qui a été la nôtre et dont nous sommes fiers, nous puissions la revivre dans une organisation nouvelle, dans un dynamisme nouveau. Je vous remercie.